Là où il ne faut pas. Donc Isabelle, tu es toujours consultante et fondatrice de DBCity, enseignante à Sciences Po, et tu travailles beaucoup sur les nouveaux modèles économiques urbains. Tu viens d'ailleurs, alors j'aurais pu venir avec la dernière livraison du journal Esprit, tu viens de publier un article dans le dernier numéro d'Esprit sur le sujet du financement de la ville à l'heure de la transition énergétique, et tu insistes beaucoup dedans sur le fait qu'émerge une nouvelle forme d'infrastructure. Le mot a été évoqué par Daniel Kennard ce matin, de forme d'infrastructure humaine. Tu cites Z-Park, que nous avions fait intervenir à une matinée précédente, et tu t'interroges sur la question du financement de cette infrastructure et de la fonction assurantielle qui est derrière à travers l'approche de la justice. Enfin bon, je suis en train de parler de ce que tu vas raconter, donc je passe le micro, ce sera quand même mieux si c'est toi qui le dis. Merci. D'abord, merci pour cette invitation à intervenir, qui tombe d'autant mieux qu'il y a une coupure de courant à mon bureau toute la matinée, et donc c'est une mini-catastrophe. Alors moi, je vais essayer d'aborder... Je vais donc aborder la question de la résilience d'un point de vue plus opérationnel, qui est celui de comment on fait en fait pour mettre en œuvre cette résilience, et finalement qui est le pilote de la résilience. Donc du coup, je suis partie d'une définition opérationnelle qui vient de la même étude qu'a cité Sébastien Maire tout à l'heure, qui est l'étude notamment réalisée par l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Et donc la définition est la suivante: la résilience urbaine peut alors être considérée comme la capacité de la ville à absorber une perturbation, puis à récupérer ses fonctions à la suite de celle-ci. Et le petit schéma, qui était aussi dans la présentation tout à l'heure, le petit schéma montre bien ces deux axes. On voit bien qu'on a l'axe de la perturbation, et puis ensuite, l'autre enjeu, c'est le temps de récupération. Et du coup, il y a trois leviers qui permettent d'améliorer cette résilience. Il y a d'abord toute la capacité de résistance et d'absorption, c'est le petit rectangle jaune à gauche, et en fait c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avec par exemple justement les places, alors soit aux Pays-Bas, soit beaucoup à Copenhague, où effectivement les skateparks par exemple fonctionnent comme des bassins pour retenir les eaux. Mais c'est également le cas de tout l'urbanisme aujourd'hui, notamment dans les zones inondables. Par exemple, à Vitry-sur-Seine, sur l'opération des Ardoines, vous avez un plan qui a été mis en place qui tient compte justement de ce risque d'inondation et qui a pour ambition justement d'augmenter la capacité de résistance en cas de survenue d'une inondation en l'occurrence. Il y a un deuxième levier qui est plus de l'ordre organisationnel, qui va consister à essayer d'accélérer le retour à la normale. Et puis, il y a un troisième levier, qui est en fait un troisième axe, c'est ce que les auteurs appellent le triangle de la résilience, hein, donc les deux petits traits qu'on avait vus tout à l'heure, puis celui qui est en biais, qui concerne la capacité du système à fonctionner en mode dégradé. Et donc c'est effectivement la capacité à permettre aux gens de se déplacer dans la métropole, quand bien même, par exemple, tous les métros ou tous les bus ne fonctionneraient. Et qu'est-ce qui va permettre en fait d'activer ces éléments? C'est notamment toute la question justement des réseaux techniques dans la ville, hein, ça a été largement évoqué finalement ce matin. C'est qu'aujourd'hui, lors d'une catastrophe, c'est la capacité de ces réseaux techniques justement à rester plus ou moins opérationnels qui va devenir clé, puisque ce sont eux qui supportent les services essentiels. Et aujourd'hui, il y a évidemment un point critique, c'est que justement, ces systèmes techniques sont très interdépendants, hein, ça a été dit aussi, et donc effectivement, quand il y a une coupure, quand le réseau électrique ne marche pas, eh bien, le réseau de transport ne marche pas non plus, puisqu'il y a tout un enjeu de système d'information qui fonctionne à l'électricité. Et les auteurs, en fait, alors on va retrouver le même schéma encore que celui de Sébastien Maire, les auteurs montrent bien qu'un des enjeux, dans ce point critique qui est l'interdépendance des systèmes techniques, c'est finalement le jeu d'acteurs. Et le fait qu'aujourd'hui, on a un cloisonnement très fort entre notamment les différents acteurs publics et les différents acteurs privés, mais aussi entre les différents acteurs de ces différents systèmes techniques urbains. Alors, ce que je vous propose toutefois, c'est de regarder de manière un peu plus attentive ce schéma, et notamment de regarder les acteurs qui sont mentionnés. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que les principaux acteurs sont cités, ou bien est-ce qu'à votre avis, il y a d'autres acteurs qui manquent?
Donc là, vous voyez, on a ERDF, GRDF, Enedis, RTE, SNCF, RFF, etc. D'ailleurs, pas mal d'acteurs en fait, ont évolué. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas IBM. Par exemple, IBM qui aujourd'hui axe fortement sa communication sur les villes intelligentes, sur sa capacité justement à gérer des situations de crise. On n'a pas Google qui a été cité tout à l'heure par Enedis lorsqu'il disait on travaille avec Google pour repérer, pour enlever des cartes les différents postes techniques. On n'a pas Safer qui pourtant a été mis tout à l'heure en évidence comme étant justement un de ces acteurs en fait, qui sont capables de pouvoir intervenir dans les situations de crise. Et en fait, le schéma il date de 2012, c'est-à-dire d'il y a 5 ans. Et au fond, en 5 ans, eh bien, le jeu d'acteurs a considérablement changé. Et pourquoi ? Parce que, ça aussi, ça a été dit, hein, mais la révolution numérique a eu lieu, et elle saisit la ville. Et pour le coup, moi, c'est la définition que je retiendrai s'il fallait en donner une de la ville intelligente. Et la révolution numérique, c'est une révolution numérique au sens où c'est bien une nouvelle révolution industrielle, puisqu'elle modifie de manière profonde les modes de fabrication, et notamment les modes de fabrication et de gestion de la ville. Et il me semble qu'il y a 4 axes principaux qui caractérisent en fait cette révolution numérique. Et il faut bien avoir en tête, hein, mais vous savez que évidemment la révolution numérique, elle a une base technologique, mais que finalement c'est d'abord cette capacité à modifier les modes de production qui est essentielle. Alors la première transformation, c'est l'idée de l'émergence de la multitude. Vous avez sans doute lu, et si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande cette lecture, c'est L'âge de la multitude, donc qui est un ouvrage de Nicolas Collin, qui est un des fondateurs de The Family, qui est une start-up, un accompagnateur de start-up, et Henri Verdier. Et en fait, pour Nicolas Collin et Henri Verdier, l'idée c'est que justement, ce qui caractérise fondamentalement la révolution numérique, c'est le fait que l'habitant, usager, consommateur devient producteur. Il devient producteur de quoi ? Il devient producteur d'énergie, avec tout à l'heure Energy Sprong. Il devient producteur de données, avec Safer. Il devient producteur de plastique dans son logement, de plastique dans sa voiture. Et c'est cette capacité, justement, de cet usager, consommateur, habitant à devenir producteur, qui est vraiment au cœur, selon eux, de la révolution numérique. Et non seulement ils ont la capacité à devenir producteurs, mais ils ont aussi la capacité à échanger entre eux, indépendamment des grandes organisations, qu'il s'agisse des organisations entreprises ou des organisations collectivités. Et en fait, l'autre implication, c'est qu'on voit bien que du coup, l'émergence de la multitude fait qu'on passe de systèmes qui étaient des systèmes très centralisés à des systèmes totalement distribués. C'est vrai par exemple avec Airbnb. Airbnb concurrence les chaînes hôtelières sans avoir de chambre dans son patrimoine. C'est vrai aussi par exemple des centrales électriques qui fonctionnaient selon des systèmes très centralisés et qui aujourd'hui peuvent être atomisés. Et donc on voit bien ici le rôle en fait par exemple de la multitude dans le traitement de la résilience, mais j'y reviendrai tout à l'heure. L'autre tendance très forte, c'est l'idée de l'individualisation de l'individu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'individu, il était principalement représenté au moyen de cette catégorie. Vous étiez jeune, habitant de telle ville, de tel CSP. Aujourd'hui, avec notamment le Big Data, il est possible en fait de saisir l'individu dans vraiment toutes ses composantes et ses spécificités et de s'adresser directement à lui, et également de lui offrir des offres sur mesure au même prix que les offres standards. La troisième tendance ou transformation à l'œuvre avec la révolution numérique, c'est l'idée de l'instrumentalisation des temps. Je ne sais pas si vous avez noté, c'était particulièrement notable, en tout cas dans l'intervention de Safer, il y a un terme qui est revenu très souvent ce matin, c'est le terme temps réel. Et en fait, ce temps réel, c'est quoi ? C'est l'idée que finalement, on est en fait en train de jouer sur le fait que les temps de chacun sont à la fois plus différenciés, mais que le fait aussi d'agréger les différents temps de chacun devient un levier au service, par exemple, de l'efficience des services urbains. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'énergie, où justement l'effacement, le mécanisme de l'effacement, c'est bien ça, c'est bien l'idée d'écrêter les pics de consommation en jouant sur le fait qu'un certain nombre de consommateurs d'énergie vont avoir la capacité à renoncer à cette consommation d'énergie. Et couplé justement avec l'individualisation de l'individu, c'est bien l'idée qu'on va pouvoir savoir qui sont les individus qui ont la possibilité de s'effacer. Et ça concerne aujourd'hui le domaine de l'énergie. En réalité, ça concerne tous les flux de la ville. C'est particulièrement vrai dans le domaine du transport. Le fait d'écréter les embouteillages de quelques pourcents va permettre, par exemple, de limiter la construction d'une 4e voie sur l'autoroute ou sur le périphérique. Et puis enfin, peut-être la dernière tendance, c'est l'idée que tout est connecté.
Alors évidemment avec le développement des objets connectés, mais aussi compte tenu de toutes les évolutions qu'on a vues tout à l'heure, c'était l'expression qu'utilisait Carmen sur l'idée que chaque investissement, chaque infrastructure doit servir à avoir des usages multiples. Et couplé à une autre tendance qui est l'idée de l'importance du local, ça se traduit également par l'émergence des circuits courts. Et aujourd'hui, justement, ces circuits courts, les quartiers durables, sont des systèmes en fait, où on va chercher à hybrider l'ensemble des systèmes techniques urbains. Donc, ces différents axes, eh bien, ils permettent justement d'aider à faire face à l'activation des leviers. Alors, je ne l'ai pas mis là d'ailleurs, mais à gauche, la multitude, en fait, elle va permettre justement de limiter, enfin d'agir sur la capacité de résistance et d'absorption. Lorsque j'avais une électricité très centralisée, bien si il y avait un accident sur une centrale nucléaire, c'était tout le système qui pouvait être perturbé. Si j'ai effectivement, comme sur la place que citait Carmen, un système off-grid, eh bien la dame qui faisait promener son chien trouvera peut-être qu'il y a un petit peu moins d'électricité, de lumière en hiver, mais au moins il y aura de l'éclairage sur sa place, quand bien même il y aurait un blackout généralisé à une échelle plus large. Donc ça, la multitude, elle va permettre de justement agir sur cette capacité de résistance. Mais elle va servir, couplée avec l'individualisation et le temps réel, à faire en sorte que les systèmes puissent fonctionner en mode dégradé. Et là encore, je cite des interventions précédentes, notamment Sébastien Merck, il a parlé de la formation au premier secours. C'est l'idée qu'effectivement, les agents publics ne pouvant plus suffire à intervenir, eh bien c'est cette capacité à activer la multitude en fait, qui va jouer. C'est là encore le fait de pouvoir partager son logement éventuellement avec des gens qui n'en ont plus. C'est le fait de pouvoir partager la voiture avec des gens qui n'en ont plus, qui font que tout ça permet de jouer sur la résilience. Et puis l'autre élément, justement, c'est là encore la dimension temporelle au niveau plus précisément de la perturbation. Et là aussi, c'est ce qu'il essaie de faire, c'est bien cette capacité à agir très rapidement sur justement ces informations à la fois montantes et descendantes qui devient clé. Alors, peut-être juste pour dire que tout ça, la multitude, l'activation en temps réel, tout ça, c'est pas si nouveau en fait. La multitude, on peut dire le fait que chacun participe, fournisse des travaux, c'est ancien. Même l'instrumentalisation des temps, c'est ancien à l'université de Rennes. Elle a décalé d'un quart d'heure le démarrage de ses cours à l'université pour éviter la saturation du métro. Mais on voit bien que la révolution numérique, elle amplifie tout ça en fait. Ça permet de le faire à une échelle sans commune mesure avec ce qui existait précédemment. Par exemple, Olivier citait Zenpark. Zenpark, en fait, qu'est-ce qui va permettre justement d'aller rendre utilisables les places de parking non utilisées des parkings? C'est le fait aussi d'avoir des systèmes qui vont permettre d'ouvrir les parkings et d'ouvrir les barrières de parking, même si vous n'avez pas les mêmes choses sur les voitures de location, par exemple. Donc encore une fois, tout ça n'est pas nouveau, mais on a radicalement changé d'échelle à laquelle ça se produit. Et alors, qu'est-ce qui permet tout ça? Qu'est-ce qui permet l'activation de la multitude? Qu'est-ce qui permet le fait de fonctionner en temps réel? Qu'est-ce qui permet la mobilisation d'individus? Eh bien, c'est au fond une nouvelle infrastructure, au sens où elle émerge comme un soubassement de l'ensemble. Et cette infrastructure, c'est le modèle des plateformes, en fait. Et là aussi, le terme a été largement cité. SafeAir, c'est une plateforme. Carmen a cité Muse pour Citelium. On voit bien qu'on change un peu de modèle. On passe du modèle des infrastructures en dur au modèle justement où la question des données devient clé, d'un modèle qui fonctionnait sur un mode linéaire, très centralisé, descendant à un fonctionnement plus circulaire. Mais en même temps, cette nouvelle infrastructure, ce modèle des plateformes, il ne vient pas se substituer à l'ancienne en fait. Il vient s'ajouter à l'ancienne, pour deux raisons. La première raison, c'est que finalement, les grands réseaux techniques, ils restent nécessaires pour la production des services urbains. Il n'y a pas de covoiturage s'il n'y a pas de voirie. Il n'y a pas de smart grid s'il n'y a pas de réseau. Et la deuxième raison pour laquelle ce système des plateformes s'additionne plutôt que ne remplace le système des infrastructures traditionnelles, c'est que finalement, eh bien, justement, l'infrastructure, ce qu'évoquait Olivier, elle joue un rôle assurantiel. Au fond, les boucles locales d'énergie, elles permettent effectivement d'avoir un fonctionnement quand bien même le grand réseau ne marche pas. Mais à contrario, eh bien, les boucles locales d'énergie, elles restent souvent branchées au réseau électrique, au cas où en fait. Et c'est bien l'enjeu de ce au cas où en fait, parce que jusqu'à présent, cette fonction assurantielle, elle était financée par la fonction d'opérateur. Elle était internalisée avec la fonction d'opérateur. Aujourd'hui, comme c'est plus le cas, la question c'est qui va financer cette fonction assurantielle de la ville. Et puis l'autre point, c'est que justement l'infra,
l'infrastructure, par exemple la voirie, elle était financée par l'exploitation au fond de la voirie d'une manière ou d'une autre. Or aujourd'hui, ces nouvelles plateformes ne financent pas la voirie, la placard ne finance pas la voirie qu'elle utilise. Et donc, la question qui se pose derrière, c'est la question en fait de ces acteurs qui justement opèrent ces plateformes. Et ces acteurs, alors le terme qu'on a utilisé, c'est le terme d'agrégateur en fait. On considère que l'agrégateur, c'est celui qui opère la plateforme. Donc j'ai remis le schéma de tout à l'heure. Donc à la fois, il faudrait rajouter tous les acteurs, mais je crois que ce qui est important, ce serait de rajouter le fait qu'au fond, tous ces services, ils sont destinés à offrir des services urbains à des habitants, usagers, consommateurs. Et qui va être capable justement d'agréger le fait qu'on ait des offres multiples qui émanent de différents producteurs, c'est encore une fois cette figure d'agrégateur. Alors là encore, elle n'est pas nouvelle. Dans le domaine, par exemple, du transport, ça fait longtemps qu'on a des centrales de mobilité qui font que même si vous avez plusieurs opérateurs de transport, plusieurs autorités organisatrices, eh bien, vous puissiez avoir un seul paiement unique pour utiliser à la fois le réseau de bus de la ville, le réseau de bus du département. Voilà. Mais aujourd'hui, ces agrégateurs, leur rôle s'amplifie parce que d'abord, ils deviennent de plus en plus intersectoriels et parce qu'ils sont aussi capables d'assembler des choses qui émanent de secteurs différents. Et ça, on va le voir notamment avec deux grandes figures d'agrégateurs, qui est par exemple à droite Google. Donc vous avez peut-être vu en fait Google avec Sideworks, qui est la filiale d'Alphabet. Donc développe aujourd'hui des offres auprès des collectivités locales et développe notamment une offre qui s'appelle Flow. Et qu'est-ce que propose Flow? Eh bien Flow propose un système notamment de paiement unique pour avoir accès à la fois à des offres de transport public, mais aussi à des offres de transport privé, puisqu'au fond, la somme des voitures individuelles partagées devient une nouvelle infrastructure de transport. Et aujourd'hui, par cette capacité à agréger ces offres, eh bien Google propose aussi d'intervenir dans le système de financement des transports publics aux États-Unis en disant mais finalement, il faudrait peut-être qu'on redirige les subventions qui sont versées pour permettre des tarifs réduits, eh bien au fond, plutôt que de les verser aux opérateurs de transport, autant peut-être les verser directement aux usagers, qui pourront eux faire leur arbitrage entre le mode de transport qu'ils choisissent comme plus pertinent. Et à gauche, c'est MAS qui est un projet qui est en train de se mettre en place à Helsinki. Donc MAS, ça veut dire Mobility as a Service. Et c'est l'idée que là aussi, on va avoir en fait un seul type de transport qui va permettre d'avoir accès à l'ensemble des systèmes de transport urbain sur la ville, 100 km de taxi, 100 km en voiture de location, ou 500 km en voiture de location, et 500 km sur les réseaux de transport public. Et de ce fait-là, eh bien, les agrégateurs, au fond, ils émergent comme un nouveau concurrent des collectivités locales. C'est-à-dire qu'au fond, ce rôle, c'était principalement le rôle qui était celui des autorités locales en tant qu'autorités organisatrices. Et on le voit, petit à petit, ces nouveaux acteurs, justement, qui ne sont pas des collectivités, commencent à préempter la relation avec l'usager, qui est clé, et de plus en plus clé dans la délivrance du service. Et ça, il me semble, alors quand je dis nous, pardon, c'est parce qu'avec deux partenaires qui sont Acadi et Expedia, on a mis en place une étude sur les nouveaux modèles économiques urbains, où justement on aborde largement ces questions. Et donc cette question-là, elle me paraît clé. Du coup, il y a bien trois questions, en fait, derrière cette question de la résilience. La première question, c'est l'idée de quel est au fond le niveau optimal du système urbain. Et justement, la résilience, elle permet de poser la question, de se dire, mais au fond, et ça a été dit aussi ce matin, est-ce qu'il faut vraiment revenir à la normale? Est-ce que, au fond, le fait de fonctionner en mode dégradé ne peut pas devenir le nouveau système de fonctionnement de la ville? Et on voit de ce qui se passe après, en fait, on peut avoir la même réflexion sans qu'il y ait le choc, au fond, comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'efficience de la ville en jouant justement sur les différents leviers qu'on vient de voir, la multitude, le temps réel et l'individualisation de l'individu. La deuxième question que j'ai évoquée, c'est qui paye cette fonction assurantielle de la ville, puisqu'aujourd'hui, il y a une forme de concurrence entre ces nouvelles infrastructures de la ville qui se posent. Et puis enfin, la troisième question, c'est donc justement qui pilote la résilience. J'ai montré que finalement des acteurs comme Google, par exemple, pouvaient être aujourd'hui les pilotes les plus efficaces peut-être de la résilience. Mais on voit bien que la question de la résilience, elle est plus large que ça, et qu'en fait, la question c'est que Google peut devenir au fond le nouveau pilote de la ville, en fait. Et nous, on pense que les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer, notamment en repensant les trois principes du service public qui sont la continuité, l'égalité et l'habitabilité, mais que du coup, il faut absolument que les collectivités se saisissent de cette question, qui pour le coup n'est pas tellement mise à l'agenda. Et du coup, il me semble que justement, il faut profiter de cette chance que la question de la résilience soit aujourd'hui
dans l'agenda pour plus largement poser cette question du bilan de la vie. Merci.